dans ce nouvel épisode de Hors Rituel, le podcast pour une magie sans artifice, sans dogme et surtout une magie décomplexée. On arrive à l'épisode 8 de Hors Rituel et je trouvais ça intéressant de parler aujourd'hui de manifestation et d'abondance. Alors j'en ai déjà parlé dans dans un des autres épisodes, mais là je voulais avoir une approche un peu différente. Pourquoi en parler lors de cet épisode 8? C'est parce que pour moi, le 8, c'est un chiffre qui parle de ça, justement, la manifestation et l'abondance. Le 8, c'est l'infini, quand on le met à l'horizontale, le chiffre 8, c'est le symbole de l'infini. Et l'infini, pour moi, ça symbolise aussi le plein potentiel, ce vers quoi on tend, ce que l'on veut atteindre dans notre vie, c'est atteindre notre plein potentiel de puissance, plein potentiel de réussite, de force, etc. Le 8, c'est l'abondance et c'est aussi, pour moi, une énergie magnétique. Et évidemment, moi qui suis Scorpion, ça me parle beaucoup parce que le Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque. Donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour faire un épisode, avec cette approche un peu particulière, la manifestation et l'abondance, parce que j'en avais pas encore fait, vraiment comme ça. Juste voilà, gardez bien à l'esprit, le chiffre 8, petite anecdote ésotérique au passage de ce podcast, c'est vraiment le symbole de l'infini, du plein potentiel, de l'abondance, de la manifestation et du magnétisme. Il est relié au Scorpion, qui est le 8e signe du zodiaque. Donc le Scorpion, c'est l'énergie magnétique, c'est l'intensité, c'est la capacité à attirer. Le Scorpion, c'est vraiment l'aimant du zodiaque, dans le sens où je veux quelque chose, je vais me transformer moi, je vais transformer ma réalité pour manifester ça. C'est vrai que jusqu'à maintenant, dans le podcast dédié à la manifestation, j'avais fait un épisode qui s'appelle Peut-on vraiment tout manifester? Je vous invite à l'écouter si c'est pas le cas. Et un petit peu dans d'autres podcasts, j'ai parlé plusieurs fois des rituels en lien avec l'argent, etc. J'en ai parlé effectivement de manière pragmatique, parfois même très critique, lucide et même, je pense, avec un soupçon de pessimisme. Et j'ai peut-être pu donner l'impression que je croyais pas en la manifestation, que je croyais pas en l'utilisation de la magie pour faire des rituels d'abondance ou d'argent, que je suis peut-être un coach ou un enseignant spirituel qui est entre guillemets, qui n'est pas manifestation compatible et que je suis formé à ça. Sauf que ça, c'est pas du tout vrai. Je ne suis absolument pas fermé, non pas formé, fermé à la manifestation et à l'abondance. Parce que, dans ma vie, il m'est arrivé parfois des choses improbables et c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode 8, C'est pour ça que je l'ai appelé manifestation, mes expériences les plus what the fuck, parce que je trouve que c'est important aussi de vous inspirer et de vous faire rêver entre guillemets. Alors c'est pas vous faire rêver, mais c'est vous montrer que qu'il peut y avoir des choses magiques qui se passent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces choses improbables qui me sont arrivées parce que je pense que ça peut faire du bien d'entendre un discours qui est plus nuancé, donc qui est pas en mode gourou de l'abondance, mais qui va pas être non plus en mode nihiliste, de toute cette magie qui peut exister en lien avec l'abondance et la manifestation. Donc vous le savez, moi je ne crois pas aux recettes miracles. J'aime pas les discours des coachs qui prétendent avoir trouvé la formule pour manifester, parce que je pense qu'on a chacun notre propre processus de manifestation. Et moi c'est ce que je vous encourage à trouver, et c'est mes enseignements, ils sont là pour ça, c'est pour vous amener à trouver votre propre processus de manifestation. J'aime pas quand on présente la manifestation et la magie comme quelque chose de très mécanique, ok? Honnêtement, c'est pareil, je ne crois pas que tout soit garanti. Voilà, en mode si, vous pouvez tout manifester, ça, je l'aborde dans l'épisode Peut-on vraiment tout manifester? Et je pense pas non plus que pour manifester ce qu'on veut, atteindre un objectif, faire qu'il y ait de l'argent qui arrive, etc., il suffit juste de faire de la visualisation ou de vibrer haut d'un point de vue vibratoire. Je trouve que c'est un peu simpliste. Par contre, effectivement, des fois, il y a des putains de synchronicités dans ce que l'on va manifester. Il y a des événements qui sont what the fuck et j'en ai vécu plein. Je vais pas pouvoir tous les raconter dans ce podcast, mais j'en ai vécu énormément. Et il y a des moments de ma vie, et ça arrive souvent, où je sens un espèce d'alignement qui est total. Et dans cet alignement qui est total, c'est comme si d'un coup, effectivement, je devenais un vrai aimant et j'attire à moi les opportunités, les situations, les rencontres qui vont dans le sens que je veux et qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Et avec des manifestations très concrètes. Donc
pour cet épisode 8, je voulais un épisode honnête. Encore une fois, c'est pas un épisode pour te vendre du fantasme, de la vie extraordinaire qu'on manifeste sur commande, etc. Mais c'est un épisode où je vais te parler de ce que moi j'ai vraiment vécu, de ce que j'ai compris aussi, mais de ce que j'ai compris de mon propre processus de manifestation. Après, j'extrapole et j'en donne un petit peu des généralités, mais rappelle-toi que tu as ton propre processus de manifestation. Et j'avais aussi envie de parler dans cet épisode de ce qui résiste encore chez moi, ce que je suis en train de travailler en lien avec la thématique de la manifestation, de l'abondance et de l'argent. Ok. Hem, on va commencer par une anecdote voilà, j'ai dit que l'idée c'est de partager un peu mes processus what the fuck. J'avais envie d'un petit peu de raconter, une phase de ma vie où j'étais en mode, je manifeste un gros truc à mon échelle, hein. Ça sera peut-être pas grand chose pour toi, mais pour moi c'était quelque chose d'énorme. Hem, il y a un exemple d'anecdote qui vraiment représente cette magie hem de quelque chose qui se manifeste avec puissance, c'est quand j'ai obtenu ma bourse de thèse de recherche en biologie. Heu, c'est vraiment l'un des moments où j'ai le plus senti que ce que j'appelle aujourd'hui un état intérieur de non négociable. C'est ça que je vais te raconter, c'est vraiment aller chercher en toi le ça c'est non négociable, ça va se manifester et du coup ça se manifeste. Je te remets un petit peu dans le contexte. Donc, ça s'est passé, j'étais en master 1 et master 2 parce que ça s'est fait sur 2 ans et mon objectif, c'était d'obtenir une bourse de thèse de recherche pour après faire enseignant-chercheur. Mais je voulais obtenir une bourse de thèse financée par l'État. Je voulais pas une bourse de thèse privée parce que je voulais garder ma dépendance d'un point de vue intellectuel, mon indépendance d'un point de vue intellectuel. Donc je voulais une bourse d'État, parce que c'est plus prestigieux aussi, j'ai toujours aimé les choses prestigieuses, faut le dire, et parce que ça permettait aussi d'enseigner à la fac, etc. Et sauf que, on m'a toujours dit que comme c'était des bourses publiques de thèse, il y en avait très peu et que c'était du coup très dur pour les avoir. Il fallait vraiment être le meilleur de sa promotion, avoir un profil qui se distingue, etc. Parce que c'est sur concours en fait l'obtention de ces bourses de thèse après qu'on ait fait un master 2. Donc c'est pas parce que tu as ton master que tu as forcément une thèse. Et les profs nous disaient toujours, il y a beaucoup d'appelés parce que vous êtes beaucoup à vouloir faire des thèses et il y a très peu d'élus, énormément de candidats, etc. Et donc j'avais ce discours des enseignants qui était assez pessimiste. On avait même des doctorants, hein, qui venaient nous voir et qui disaient: «Moi j'ai obtenu ma bourse de thèse, ça a été très dur, certaines personnes, il y a eu tout un parcours du combattant, etc.» Et tout le monde disait: «Ah c'est dur». J'ai plein de potes qui étaient en mode: «Oh moi c'est bon, je fais pas une thèse, je reste à mon master et puis je ferai autre chose». Ou d'autres personnes qui étaient en mode: «Ah moi je suis déjà en train de chercher des financements privés pour ma thèse, je tente même pas le concours, c'est pas la peine», etc. Et tout le monde disait: «Ah de toute façon c'est un tel qui va obtenir la thèse parce que c'est le meilleur, il a fait un super bon master, il est dans un master hyper, réputé», etc. Et personne parlait de moi. Mais moi, en fait, quand les profs, ils nous parlaient d'à quel point c'était dur d'avoir une thèse, mais en fait, j'avais une petite voix intérieure, comme une évidence, qui disait: tu vas l'avoir, ta bourse de thèse». Et pendant toute mon année de master 1 et de master 2, j'avais absolument aucune once de doute quant au fait que j'aurais, ma thèse. C'était vraiment le sentiment que c'était ma voix et c'était même pas un espoir, c'était même pas une question de foi, en fait, c'était une question de certitude. C'était: «J'aurai une thèse, même si je suis pas le major de promo, même si je suis pas dans un master qui est réputé, même si c'est hyper dur de l'avoir et cetera, moi, Hugo, je vais avoir une thèse». Et clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais pas en mode obsession. J'étais pas comme ce qu'on enseigne dans, les enseignements sur le mindset et cetera, à se répéter: «Je vais avoir ma thèse, je vais avoir ma thèse, je suis le meilleur» et cetera. Je me répétais pas ce genre de choses. J'émettais pas le souhait d'avoir une thèse. J'étais pas tous les jours en mode: «Faites en sorte que j'ai la thèse» et cetera. C'était une évidence que j'allais avoir la thèse, en fait. Donc c'était même pas un sujet, en fait. J'étais pas non plus en mode: «Je vais tout donner». Je vais tout contrôler. Je vais bosser des heures et puis je vais faire ceci, ça. J'étais pas en mode je vais faire un plan pour obtenir ma thèse. Encore une fois, c'était je vais avoir ma thèse. Et ce qui fait que j'ai jamais eu aucune méthodologie, on va dire, aucune méthode en mode comment obtenir ma thèse. C'était un espèce d'état intérieur de certitude, avec une confiance que ça se fera.
Et résultat, ce qui s'est passé, c'est que mon master 2, j'ai fini major de promo. J'ai fini le premier, mais sans bosser comme un taré. Vraiment, j'ai pas bossé comme un taré. Juste, j'ai fait le strict minimum même, hein. Je vous avoue qu'il y a des cours, j'étais pas là, et cetera. Et pourtant, j'ai fini major de promo. J'ai postulé à 3 thèses différentes. J'avais postulé à 2 thèses de financement 100% public et une thèse de financement privé-public, ce qui fait que là, c'était pas un concours, c'était le chercheur qui faisait passer des oraux et qui choisissait directement. Alors que la thèse publique, c'est vraiment un concours devant plein de jurys, et cetera. Mais résultat, les 3 thèses auxquelles j'ai candidaté, les 3, j'ai été retenu. Donc non seulement j'ai réussi à obtenir une bourse de thèse, qui était déjà soi-disant très dure à obtenir, mais je me suis pas contenté de ça, j'en ai obtenu 3. Là où certaines personnes n'arrivent pas du tout à en obtenir, moi j'ai obtenu 3 bourses de thèse, ma candidature elle a été retenue à 3 endroits. J'ai fini premier à un des concours où il y avait que 4 places, 200 candidatures et 4 bourses de thèse seulement, parce que ma thèse elle était dans la biologie, mais un domaine de la biologie qui est rattaché à l'écologie, la nature, etc. Donc très 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 peu de place, parce que ça paye pas beaucoup. Et j'ai fini au deuxième concours, troisième sur 8. Et là, il y avait encore plus de candidatures. Le premier, c'était à Bordeaux, l'autre, c'était à Montpellier. Énormément de candidatures. L'école doctorale de Montpellier était vraiment réputée comme très, très, très dure, qu'il fallait être vraiment très bon. Et en plus, j'ai été devant, du coup, les fameuses personnes. Quand j'étais en Master 2 à Montpellier, il y avait des personnes qui étaient il y a deux masters, si vous voulez, à Montpellier, dans le domaine dans lequel j'étais. Mon master et un autre master qui est vraiment le master qui a super bonne réputation, qui est l'élite, etc., où j'ai pas été pris, mais au final, c'est pas plus mal parce que je crois que j'aurais pas supporté cette ambiance élitiste. Et au final, j'ai été devant les meilleurs de ce master, qui sont soi-disant des personnes qui étaient plus brillantes que moi, plus légitimes, et qui venaient de ce master réputé. J'ai fini devant elles aussi. Et encore une fois, j'ai pas été coaché, j'ai pas taffé comme un malade, etc. Juste, je me suis laissé porter par cette certitude de j'aurai une thèse. Donc résultat, j'avais le choix du roi parce que j'avais 3 thèses. Et pour vous montrer à quel point j'avais la certitude, en fait, avant de passer les oraux pour le concours de Montpellier et de Bordeaux, j'ai eu un appel de la chercheuse qui avait la thèse la financement hybride, à qui j'avais fait l'entretien, mais c'était elle toute seule qui choisissait, et qui me disait que j'avais été retenu. Donc elle voulait que ça soit moi son doctorant. Et en fait, elle savait que le lendemain où elle m'appelait, j'avais le concours à Bordeaux, et 2-3 jours après, j'avais le concours à Montpellier. Et en fait, elle m'a mis la pression en mode je veux ta réponse ce soir. Je veux pas que tu me choisisses par défaut si tu n'as pas été pris au final à Bordeaux ou à Montpellier. Donc elle voulait ma réponse avant que je fasse l'oral. Donc là, imaginez-vous, j'étais dans une situation où j'avais un sujet de thèse, mais j'avais encore 2 autres chances. Et plein de personnes auraient dit, bah c'est bon, je m'arrête là, je prends ce sujet de thèse, je sauve les meubles. Mais en fait, j'étais tellement convaincu que j'allais avoir une thèse 100% publique, parce que ça me dérangeait un peu qu'elle soit un peu privée, et puis c'était pas un vrai concours, donc c'était pas prestigieux à mon sens, puis j'allais pas pouvoir enseigner à la fac en parallèle, etc. avec ce système-là. Mais résultat, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je préfère tenter le concours. Donc en fait, j'ai refusé le premier sujet de thèse. J'aurais pu du coup être niqué, hein, parce que si derrière j'avais échoué aux 2 euros, j'avais plus tout de sujet de thèse alors que j'en avais un. Mais en fait, j'étais tellement sûr de réussir que j'ai dit non. Je lui ai décliné l'offre et du coup, elle a pris quelqu'un d'autre dans la foulée. Et encore une fois, c'était pas en mode je suis sûr parce que je me dis je suis le meilleur, etc. C'était même pas ça. J'étais pas dans ce mindset de je vais tous les niquer, je vais tous les dépasser. C'était je sais que je vais avoir ma thèse. C'est c'est vraiment intéressant parce que pour moi, là, j'associe le processus de manifestation. Bon, là, on n'est pas sur l'abondance financière, on est sur la manifestation. Je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est même plus que je le veux, c'est que c'était une évidence que j'aurais cette thèse. Et du coup, j'ai connecté un peu cet état, ce moment où d'un coup, il y a plus de doute, il y a plus de négociation, de dialogue intérieur, de flottement, etc. C'est une évidence et c'est ce que j'appelle un non négociable. C'est ça va arriver. Et ça, je trouve que quand on connecte cet état intérieur, on manifeste. Alors, qui est né le premier, l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que c'était écrit dans mon destin et dans mon karma que j'avais ce sentiment de certitude que ça arriverait? Ou est-ce que c'est parce que j'avais ce sentiment de certitude que c'est arrivé?
Ça, personne ne le saura. C'est toujours un peu le débat avec la manifestation. Est-ce qu'on manifeste parce que c'est notre chemin ou est-ce qu'on manifeste parce que c'est grâce à notre pouvoir intérieur? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre cet état et la manifestation. Donc, essayez de converger sur cet état et de rechercher cet état et essayez de chercher ce qui déclenche cet état parce que pour moi, il y a une corrélation avec le processus de manifestation. Chez moi, par contre, il y a un gros paradoxe, c'est que cet état d'avoir la certitude en mode je vais avoir ma thèse, mais le paradoxe, c'est que j'en ai un peu peur aussi de cet état. Et j'ose pas m'autoriser à y aller complètement quand parfois j'ai des examens, ou quand je veux faire un tel chiffre d'affaires, ou quand je veux que mon livre soit publié, etc. Enfin voilà, quand je veux manifester un projet, j'ai un peu peur, parce que j'ai toujours une pensée qui se dit, ok, ça a fonctionné pour ta thèse, mais cette fois-ci, si tu t'autorises à de nouveau connecter cet état de certitude absolue, et que ça marche pas, que finalement tu manifestes pas, ben je me dis, Hugo, tu vas peut-être tomber de haut. Parce que je me dis, en fait, je projette, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, le truc est même pas arrivé, que je suis déjà en train de me dire, si j'y crois à fond, et que ça arrive pas, ben résultat, comme j'y croyais à fond et que ça arrive pas, je vais être hyper déçu d'un point de vue émotionnel. Donc, du coup, pour éviter d'être déçu, je m'empêche d'être dans cet état de certitude absolue. Et je génère du doute en mode c'est bon, comme je doute un petit peu, je serai pas déçu si ça arrive pas. Donc, au final, je sais que cet état-là, il permet la manifestation, mais j'en ai peur, donc je m'autorise pas à y être pleinement. Donc vous voyez qu'il y a encore du taf. C'est que, ok, c'est peut-être cet état qui me permet de manifester, mais j'ai peur de m'y abandonner complètement par peur d'être déçu. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que là, on a quelque chose quand même de très spectaculaire. De quand c'est évident, ben, ça se produit. Et je trouvais ça génial. Et j'ai plein d'exemples comme ça, hein. Là, je vous ai pris celui-ci, mais j'ai plein d'exemples comme ça. Mais il y a aussi un peu cette. Ça me montre un peu ces résistances avec la manifestation, c'est qu'il y a peur que la manifestation soit irrégulière et qu'elle se manifeste pas tout le temps et que par moments on soit déçu. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, mais dans mon rapport à l'argent, il y a un peu ce truc-là de, c'est comme si parfois ça s'ouvre, donc ça se manifeste, et hop, j'ai un peu peur, donc je recontracte, je me referme, en mode là j'ai un peu trop manifesté, donc on stoppe tout parce que j'ai peur que ça s'emballe et que ça se finisse mal et que je vais être déçu. Je redévelopperai. Une deuxième petite anecdote, celle-ci je la trouve plus mignonne dans la notion de manifestation, c'est que des fois il y a des choses qui m'arrivent qui sont très symboliques, qui sont très what the fuck dans le sens, c'est vrai que c'est mis bout à bout, on comprend pas comment ça a pu arriver là. La thèse, vous pouvez toujours vous dire ouais bah c'est parce que Hugo, il a HPI, il a quand même vachement bossé, il est très intelligent donc c'est pour ça qu'il a obtenu la thèse, etc. etc. Là c'est plus bizarre ce que je vais vous raconter. En fait, il y a eu un moment donné où j'ai fait une formation sur la manifestation, mais manifestation ciblée argent. J'ai fait énormément de formations sur l'argent. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations sur comment manifester l'argent, etc. Et c'était le premier jour où je faisais la formation. Donc j'écoutais la première vidéo, c'est la formation d'une américaine. Et les Américains font beaucoup de vidéos sur ces sujets-là. Et donc, je fais tous les exercices le matin, etc., sur la manifestation. Et il y avait une phrase qui était enseignée dans cette formation, c'est garder à l'esprit que l'argent peut arriver de plein de formes différentes. Et souvent, le problème dans la manifestation, c'est que vous êtes focus que sur une manière. C'est-à-dire, ben, si vous êtes entrepreneur, vous pensez que l'argent arrivera par la vente de vos programmes. Et la personne, elle dit à l'enseignante, mais non, mais l'argent, elle peut arriver de plein de n'importe quelle manière. D'un coup, quelqu'un vous offre un cadeau, c'est énergétiquement de l'argent. Vous avez un remboursement qui tombe, c'est de l'argent qui arrive. Vous avez d'un coup une tante, un oncle qui vous fait un don, etc., etc. Et en fait, elle disait de s'ouvrir à tous ces possibles-là. Donc moi, elle avait enseigné plein d'autres choses, hein, c'était pas le sujet principal, mais celui-là, il m'avait créé quelque chose à l'intérieur de moi. Donc effectivement, je me dis, ok, je m'ouvre à tout, tout ce que je peux recevoir. Au-delà de l'argent numérique sur le compte bancaire, par mes ventes, etc., par mon salaire, je m'ouvre à toutes les possibilités. Donc ça, c'était le matin. L'après-midi, je vais faire des courses avec mon compagnon et je vous donne dans le mille. On se garde sur le parking et en sortant de la voiture, donc j'ouvre ma portière et mon regard, il est attiré au sol, je ne sais pas pourquoi. Et là, au sol, j'ouvre ma portière et il y a une chaîne. Juste à côté de ma portière, il y a une chaîne en or. Et je la prends et je la regarde de suite et c'est une or, elle est poinçonnée en fait, donc c'est vraiment de l'or, 18 carats je pense.
Oui, c'était ça, c'était 18 carats, je suis allé la faire estimer et donc parking au milieu de nulle part en plus. Il y avait plus aucune voiture et cetera. On était garés assez loin. Donc j'ai attiré à moi, quelque part, l'argent. Alors là, l'or, carrément, mais l'or a une valeur numérique, et j'ai trouvé ça beau, en fait. En plus, le symbole, la chaîne, donc ce qui me relie, ce qui me connecte, quoi, donc en or. Et là, ça m'a bien montré effectivement que, il se passe des choses. Au niveau magnétique, j'ai attiré à moi ça. Le matin, je fais une formation sur l'abondance, sur l'argent, où elle dit que l'argent peut arriver de plein de manières différentes, et l'après-midi, je trouve une chaîne en or. Ça arrive pas dans toute une vie, de certaines personnes ça. Sachant que quand j'avais 11 ans, j'avais trouvé un cœur en or en me baladant au bord de l'océan. C'était carrément une vague qui avait déposé le cœur en or devant moi et toujours à l'océan, c'était à Osgore, je m'en rappelle. À un moment donné, on se baladait dans les beaux quartiers où il y a les maisons qui valent 5 millions d'euros avec mon chéri et on se projetait sur, acheter un jour une maison comme ça à 5 millions et cetera et d'un coup, je vois un petit écureuil qui passe devant nous et je dis en plaisantant: «Ah tu vu, on parle d'argent et c'est l'écureuil, caisse d'épargne». Donc déjà, je trouvais ça mignon et on tourne à droite et là, qu'est-ce que je vois par terre? Un billet de 50 €. Donc j'ai trouvé ça marrant. J'ai pas manifesté encore la maison, à 5 millions à Osgore, mais j'ai manifesté une chaîne en or, un cœur en or et un billet de 50 € et une thèse. On est pas mal quand même. Donc en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que il y a de la magie, j'y crois. Voilà, ces exemples, j'y crois et je pense qu'ils peuvent vous arriver aussi. Là où il y a quelque chose qui est difficile pour moi, et ce podcast il est difficile pour moi, c'est de parler de mon rapport à l'argent. Parce que même si j'ai ces anecdotes-là, je peux pas dire que je manifeste l'argent comme je voudrais. Et en même temps, je manque pas non plus d'argent. Mais voilà, il y a quelque chose qui est compliqué pour moi. Je me sens moins légitime pour parler de manifestation et d'abondance en lien avec l'argent parce que autant dans ma vie, tout le reste, j'ai toujours tout manifesté. Quand on a voulu acheter une maison, ça s'est fait hyper facilement le dossier. Pour être en couple, ça s'est facilement manifesté. Quand j'étais célibataire, j'avais pas du tout de mal à rencontrer. Mes livres, je les ai manifestés aussi. Mes projets de livres, j'ai voulu faire des livres avec maison d'édition, c'est arrivé. C'est carrément la maison d'édition qui m'a proposé d'écrire un livre. C'est pas moi qui écrit et qui ai démarché plein de maisons d'édition. Quand j'ai besoin, quand mon activité d'entrepreneur, elle a un peu battu de l'aile, que j'ai dû reprendre une activité salariée, de suite j'ai retrouvé un poste de pharmacien. Enfin voilà, dès que je veux quelque chose, j'arrive à manifester. Mais par rapport à l'argent, et notamment le chiffre d'affaires dans mon entreprise, à cet endroit-là, j'ai du mal et c'est pour ça que j'ai du mal, du coup, à parler de manifestation et d'abondance parce que j'ai toujours peur d'avoir quelqu'un qui me dit: «OK, c'est bien beau tes belles histoires, mais en attendant, si tu arrivais à manifester, tu aurais réussi à manifester, un salaire, plus important avec ton entreprise et tu manifesterais plus de ventes et encore plus de succès» et cetera parce que j'ai l'impression d'être un peu limité et dans un plafond de verre. Donc c'est comme si j'avais réussi à manifester, mais pas tout. Et j'ai pas envie de jouer à celui qui a tout compris sur la manifestation et sur le rapport à l'argent parce que, c'est pas le cas. J'ai encore des blocages et des plafonds de verre et des frustrations. Donc c'est vrai que j'ai un peu de la difficulté à parler de manifestation et d'abondance. C'est pour ça que j'ai jamais fait de programme spécifique manifestation et abondance parce que, j'ai un sentiment d'illégitimité par rapport à certains coachs, par rapport à certaines personnes qui affichent tout au niveau de leur succès en mode: «Ah je manifeste tout, tout est tellement simple et je manifeste encore plus et encore plus et encore plus». Moi, c'est pas le cas. Et je peux pas dire que je manifeste tout ce que je veux actuellement. Voilà. Par exemple, j'attire pas les sommes d'argent dont j'aurais besoin pour certains autres projets que je voudrais financer. Je ne manifeste pas le chiffre d'affaires que je veux dans mon entreprise, mais une chose est sûre, il y a un paradoxe, c'est que par contre, je ne manque jamais d'argent. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'argent qui arrive quand j'en ai besoin, déjà sur l'aspect matériel et puis pour des petits projets, et cetera. L'argent, dans ma vie, il arrive d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr, au moment où il faut. Mais effectivement, il y a toujours une retenue et retenez ça, il y a toujours une forme de retenue dans l'argent que je manifeste, c'est que c'est pas forcément l'argent qui va me permettre de manifester ma grande vision, mes grands projets, tout ce que je voudrais en mode, là actuellement clairement si on me donnait une baguette magique, je vivrais pas au même endroit, je vivrais pas dans la même maison, mon entreprise, je la piloterais pas de la même manière. J'injecterais plein d'argent dans la promotion de mes livres, j'injecterais plein d'argent, dans mon entreprise, je créerais, mes propres produits dérivés et cetera. Enfin, je ferai plein de choses, sur le plan perso, mon argent, je ferai plein d'investissements, plein de travaux dans une maison pour qu'elle soit plus écologique et cetera et je peux pas dire que j'attire l'argent par rapport à ça et il y a certains coachs qui enseignent ça, hein, que, ils ont trouvé les codes pour vraiment tout manifester. J'ai suivi les formations et cetera et avec, une grande transparence, j'ai manifesté plein de choses, mais pas ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en parler
parce que j'ai pas envie que les gens se disent: «Ah, il a quand même réussi à manifester des choses, c'est cool, on va suivre ses conseils», puis au final, ils vont se rendre compte que ouais, bah, Hugo, il manifeste à moitié, donc c'est nul. Et du coup, bah, parfois je me pose la question par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment mon chemin de manifester, encore plus? Est-ce que je dois pas apprendre à accepter que je manifeste ça? Ou est-ce que c'est une croyance justement en mode, beh, je me limite, et je pourrais manifester plus, mais je m'autorise pas à manifester plus, ou un mélange, des 2. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, une différence dans ma vie, c'est-à-dire que j'arrive à manifester des objets, des signes, des opportunités qui sont what the fuck, mais par contre manifester un chiffre d'affaires précis ou des ventes, ça reste compliqué. Et c'est comme si quand je suis focus sur un chiffre précis et sur des ventes, ben il y a un blocage, mais par contre quand je suis focus sur quelque chose de symbolique, d'ouverture, de fluidité, de signes, de faire circuler l'énergie, là ça fonctionne. Donc on va dire que je suis un peu dans un entre-deux. Oui, j'ai un rapport magnétique à l'argent, mais c'est un rapport qui est encore imparfait, qui est encore à travailler et qui est encore traversé par des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, j'avais envie un peu de vous partager où j'en suis, justement, dans mes croyances limitantes par rapport à l'abondance, l'argent, la manifestation et le recevoir. Parce que même s'il y a des limitations, j'ai quand même beaucoup de choses qui ont bougé autour de mes croyances, autour de l'abondance, hein. Il y a des perso Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des croyances que je portais de façon très inconsciente et que j'ai réussi à transformer. Heureusement, hein, sinon j'en serais pas là, aujourd'hui. Et j'avais envie un peu de vous partager ces croyances. Donc par exemple, une des croyances que j'ai de suite identifiées quand j'ai commencé à faire un travail sur l'argent, et cetera, c'est: «Je n'ai pas le droit à l'argent parce que je suis issu de classe moyenne». Mes parents sont professeurs des écoles, donc on n'était pas pauvres, mais on n'était pas non plus riches, et j'ai un peu cette croyance de: «Moi, j'appartiens à la classe moyenne, enfant de fonctionnaires, et cetera, donc l'argent, ça sera pas pour moi parce que je suis pas une famille d'entrepreneurs, je suis pas une famille de riches, je suis pas d'un milieu où l'argent peut arriver en plus grande quantité», puisque, beh, quand on est, professeur des écoles, l'argent, c'est des le salaire, c'est des grilles, et puis voilà. Pas d'investissement boursier, mes parents avaient pas de capital, pas d'héritage, et cetera, donc j'ai longtemps eu cette croyance de: «Beh, comme je suis issu de ce milieu, ça va être pareil pour moi». Je m'en suis défait, donc celle-là, je l'ai plus. J'ai eu aussi comme croyance, elles sont liées, c'est l'argent c'est mal, vraiment comme si l'argent c'était mal, et que les riches, forcément les personnes qui sont riches sont des grands méchants. Bah, ça, c'est un peu mes parents qui me l'ont transmis, hein, ils sont très ancrés à gauche, donc il y a vraiment cette notion de le riche est mal, et c'est pas bien d'avoir trop d'argent, et cetera. Mais ça, c'est pareil, j'ai compris que pour moi, l'argent, c'était une énergie comme la magie, comme dans mon épisode, de podcast sur la magie noire. La magie, c'est neutre et c'est ce qu'on en fait qui la rend noire ou blanche. L'argent, c'est neutre et c'est ce qu'on en fait qui le rend négatif ou positif, hein, comme un couteau, ça sert à cuisiner, ça sert à tuer. Et au final, je dirais même que l'argent, c'est un amplificateur. Moi, j'ai compris ça et c'est cette nouvelle croyance que j'ai maintenant qui est positive, c'est que pour moi, l'argent est un amplificateur. En fait, l'argent va amplifier ce qui est déjà là. Une personne qui est radine, qu'elle ait beaucoup ou pas beaucoup d'argent, elle sera toujours radine. Il y a des pauvres qui sont radins. Il y a des personnes qui ont pas d'argent qui sont radins. Et dire les riches c'est méchant, ben, c'est faux. Il y a des pauvres, ils sont méchants aussi, hein. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est gentil. Et il y a des pauvres qui sont très radins, et si on leur donne énormément d'argent, ils vont pas devenir généreux. Ils vont rester radins. C'est pas l'argent qui a rendu radin les riches. Une personne riche qui est radine, je pense que même si elle a pas beaucoup d'argent, elle va être radine également. Et à l'inverse, il y a des personnes pauvres qui sont très généreuses, trop généreuses même parfois. Et je pense que ces personnes, bah, quand elles vont avoir énormément d'argent, elles vont rester généreuses. L'argent va amplifier leur générosité comme l'argent va amplifier la radinerie. Et je pense qu'en fait, l'argent ne crée pas la personne. L'argent ne change pas la personne. L'argent va juste amplifier, grossir une structure qui est déjà existante. C'est comme si on augmentait d'un coup le volume. Donc si vous avez beaucoup de lumière en vous, l'argent va augmenter l'intensité de votre lumière. Si vous avez beaucoup d'obscurité, notamment inconsciente, ben l'argent va augmenter cette obscurité. Donc ça, on va dire que c'est des croyances que j'ai réussi à dégommer, à démonter, et ça a été à chaque fois, puissant. Il y a eu beaucoup de manifestations dans la foulée, mais toujours, contenues. C'est-à-dire je débloque une manifestation, hop, j'ai une petite vente sur mon site internet, mais ça va être 100 €, 200 € et puis ça s'arrête là. Mais à chaque fois, il y a eu quand même comme un encouragement de: «Vas-y, tu es sur le bon chemin». Mais j'ai encore quand même, des croyances, fortement ancrées, négatives en lien avec la manifestation, l'abondance et l'argent, et j'en ai notamment une que je voulais un peu développer ce soir. C'est
Une croyance qui est traumatique, vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis ce soir, j'imagine que je suis en train de parler et qu'il fait nuit. Alors qu'en fait je suis en train d'enregistrer, il fait jour et vous allez écouter n'importe quand l'épisode. Mais il y a une croyance, ouais, donc j'avais envie de vous partager dans cet épisode, c'est la croyance que si tout va trop bien, s'il m'arrive plein de choses positives ou dès qu'il m'arrive quelque chose de positif, il y a forcément quelque chose d'horrible qui va arriver pour compenser. Et plus il m'arrive quelque chose de positif, plus au même niveau, il va m'arriver quelque chose de négatif. Et là, c'est quelque chose qui est pas théorique, c'est une croyance qui ne vient pas de l'éducation, qui vient pas d'un livre, c'est parce que c'est lié à un choc émotionnel. Et je pense que c'est pour ça que cette croyance, elle est très forte. Je vous partage ça parce que peut-être que vous allez faire du lien, vous aussi, avec votre mode de fonctionnement. Pourquoi j'ai cette croyance-là? Alors je pense qu'elle est multifactorielle, elle vient de plusieurs choses, mais en tout cas, elle a été ancrée en moi avec un événement, cette croyance. Donc gardez ça à l'esprit, cette croyance, je l'ai entendue déjà plein de fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quand il arrive des choses positives, finalement il arrive quelque chose de négatif, donc elle est très répandue, mais j'ai vécu un événement qui a confirmé ça, pour mon inconscient en tout cas. En 2014, j'étais donc en thèse, la fameuse thèse que j'avais obtenue avec facilité et magie. C'était la fin de ma première année de thèse et pour moi, j'étais au summum de ma vie. Parce que cette première année de thèse s'était super bien passée, beaucoup de retours positifs, trop fier d'avoir obtenu cette thèse, trop fier d'enseigner à la fac, je kiffais enseigner à la fac et tout, et j'étais au summum, j'avais beaucoup de bien-être, beaucoup de fierté et mon état intérieur, il était hyper haut au niveau vibratoire. Et je m'en rappellerai toujours, c'était le 8 août 2014. La journée commence, je suis trop bien, j'ai mes petites musiques, ma musique dans mes écouteurs, je me rends au laboratoire dans lequel je faisais ma thèse, etc. J'étais super bien et je me disais justement que c'était trop bien cette première année de thèse qui venait de passer, etc. La matinée passe et le midi, ma sœur me téléphone pour m'annoncer que ma mère est décédée dans un accident de voiture. Et là, forcément, mais tout mon monde s'effondre. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai vécu après le décès de ma mère, mais là, en fait, on peut vite comprendre que mon cerveau, il a fait l'association. Il y a eu trop de positifs dans ma vie. Vous voyez, je dis trop de positifs, comme si c'était mal, alors qu'en fait, je voudrais dire, il y a eu du positif dans ma vie. J'étais super bien, j'étais super haut d'un point de vue vibratoire, et boum, quelque chose d'horrible m'est tombé dessus. Et donc, forcément, j'ai pris conscience de cette croyance, à savoir si j'ai plein de choses positives qui m'arrivent, j'ai un truc horrible qui va m'arriver derrière. Et c'est comme si je me sabotais du coup en permanence, je fais en sorte qu'il ne m'arrive pas des choses trop positives, ou je régule inconsciemment ce qui m'arrive de positif. Faut pas que ça soit trop. J'ai publié mes livres, mais il n'y a pas eu trop de succès. J'ai mon entreprise, mais je fais pas trop de ventes. Il m'arrive ceci, mais quand même, voilà. Il y a ça. Ou alors je vais me dire que ça va pas marcher, etc. pour pas être déçu. Ce que je vous expliquais au début du podcast, pour éviter qu'il y ait un truc horrible qui m'arrive. Donc tout ça, je l'ai identifié, j'ai beaucoup journalisé sur ça, je me suis beaucoup inspiré d'exemples positifs, tout ça, mais je pense qu'il y a un ancrage qui est encore profond, parce que là, on est sur un trauma. Donc qui dit trauma, le corps s'en souvient, le psychisme aussi, et donc il y a besoin de plus de temps pour libérer ça. Je suis en train de le faire. Et pour moi, du coup, je vois un lien là de blocage avec le chiffre d'affaires, avec la peur de vendre, la peur de trop recevoir, la peur de l'expansion, la peur du succès qui grandit, voilà. Et c'est comme si je me limitais en mode je réussis un peu mais pas trop. Comme ça, il y a toujours une part de frustration. S'il y a une part de frustration, je suis pas bien. Si je suis pas bien, ça m'évite qu'il m'arrive un trop gros problème derrière pour compenser le fait que je sois super bien. Voilà, ça je vais pas m'étendre dessus, mais c'était pour vous montrer un peu comment, je pense, des croyances peuvent s'installer. J'ai d'autres croyances liées à l'argent, notamment, j'ai cette croyance que si j'ai beaucoup d'argent, je vais le perdre et je vais en faire n'importe quoi. Alors ça s'explique par mon père. Mon père, quand ma mère est décédée, a hérité de beaucoup d'argent de ma mère et a tout dépensé. Mais vraiment de manière ridicule et il a presque plus rien et donc j'ai peur de répéter ça, de mal gérer l'argent aussi et peur de détruire, hein. Le scorpion, c'est le signe de l'autodestruction. Donc j'ai toujours un peu peur de cette intensité, de s'il m'arrive quelque chose de très grand, il va m'arriver par de l'extérieur quelque chose de négatif pour compenser, et moi, je vais tout saboter, je vais faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de parler manifestation, parce que j'avoue que j'en parle pas en mode winner. Je dois vous avouer qu'il y a certaines choses qui ont été très fluides dans ma relation à la manifestation, mais il y a aussi des choses, qui restent un petit peu sensibles et qui sont compliquées, pour moi et ce qui va moi m'intéresser, c'est pas la recette miracle pour manifester, c'est notre relation à la manifestation et à l'abondance. OK?
Hem, J'aurais pu développer plein de choses, sur, comment faire des petits tips pour manifester plus d'argent, attirer l'argent à soi et cetera. Je pense que je ferai un deuxième épisode. Je pense que l'épisode 9 sera sur ça, sur le côté un peu witchy de l'argent. Mais là, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà, une trentaine de minutes. Donc, je vais conclure. Donc au fond, cet épisode, ce qu'il raconte, c'est pas que je crois pas à la manifestation. J'y crois à la manifestation, mais vous l'aurez compris, pas forcément comme ça peut être enseigné sur les réseaux sociaux, et cetera. Clairement, je crois qu'on manifeste, oui, mais je crois aussi que parfois on contrôle pas tout et que notre histoire personnelle, notre relation à l'abondance, elle est plus complexe que juste faire des affirmations positives et des mantras. Ce en quoi je crois, c'est des états intérieurs. Je pense que clairement notre état intérieur, il détermine ce qu'on va manifester ou pas. Je crois aussi aux évidences. D'aller connecter ce sentiment d'évidence, ça donne la vie beaucoup plus fluide. Je pense qu'il y a des moments, il y a tout qui s'aligne et ça vient. Je crois aux synchronicités, je crois à la magie, je crois aux trucs what the fuck qui peuvent vous arriver et je suis certain qu'en connectant ce que vous voulez vraiment, il y a des choses incroyables qui se manifestent. Et je le vois avec mes clientes. Quand on connecte ce qu'elles veulent vraiment, il se passe des choses puissantes. Mais il faut connecter ce qu'on veut vraiment. Je vous ai déjà dit que parfois il y a des choses, on croit les vouloir, mais c'est pas ce qu'on veut vraiment. On est en réaction parce que c'est de la jalousie, parce que c'est de la comparaison, parce que c'est la société qui nous a dit qu'on voulait ça, mais c'est pas vrai. Et ça, vous n'allez pas arriver à le manifester. Je crois aussi énormément en la circulation de l'énergie. L'argent doit circuler. Si vous cristallisez autour de l'argent des peurs de je garde au cas où, machin truc, vous n'êtes pas dans une bonne vibration. Par contre, je ne crois pas en une recette unique. Et c'est pour ça que j'enseignerai jamais ma méthodologie pour manifester, parce que je pense qu'on a chacun nos processus, parce que moi je crois aussi au karma, au destin, et on part pas tous du même endroit. Ça, je l'ai déjà dit dans Peut-on manifester. Je pense pas qu'on puisse tout contrôler, je pense pas qu'on puisse tout manifester, et je suis très méfiant des discours simplistes, parce que l'être humain est complexe, et je trouve que tout est complexe. Donc je pense que pour manifester, pour être dans l'abondance, pour attirer de l'argent, il faut faire appel au symbolisme, il faut faire appel au psychique, il faut faire appel au concret, il faut faire appel au relationnel, et il faut rester ouvert aussi au mystère et accepter que parfois il y a des choses qui nous arrivent, on ne sait pas comment c'est arrivé, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, et je trouve ça beau aussi. Parfois ça se manifeste, parfois ça résiste, et parfois ça arrive autrement que prévu, et je trouve ça génial. Donc si tu es allé au bout de ce podcast, je pense que toi, c'est peut-être aussi que tu es dans un rapport un peu contradictoire avec la manifestation. Et honnêtement, je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain d'osciller entre la naïveté, de je peux tout manifester, et un peu de cynisme, entre guillemets, de ouais, mais de toute façon, les personnes qui disent qu'elles manifestent tout, elles enjolivent, etc. Je pense que l'entre-deux, il est intéressant. Et plus ça va, je me dis que peut-être que la manifestation, c'est pas de tout obtenir, mais c'est aussi d'apprendre à rentrer dans une relation plus consciente avec ce que l'on attire et ce que l'on repousse, et aussi d'être au clair avec ce que l'on est prêt à recevoir. Parce que je pense aussi que parfois on veut recevoir quelque chose, mais on n'est pas prêt. Par exemple, moi je veux recevoir énormément d'argent, mais tant que j'aurai cette peur de si je reçois énormément d'argent, je vais faire n'importe quoi, je suis pas prêt à recevoir énormément d'argent. Je ne me fais pas confiance dans la capacité à gérer énormément d'argent. Comme certaines personnes disent, si je me mets en couple, je vais faire n'importe quoi. Donc elles sont pas prêtes à être en couple. Donc je pense qu'il y a ça qui est important. Je pense aussi que l'abondance et l'argent par extension commence au moment où on arrête de réduire ça à un chiffre. C'est un sujet très concret, l'argent, mais je pense qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses. Moi, l'enseignement le plus fort avec cette histoire de chaîne en or, c'est vraiment OK, il y a l'argent numérique, mais ouvrons-nous à plein d'autres choses. Quand on nous fait un cadeau, c'est quelqu'un qui a utilisé de l'argent pour nous offrir quelque chose. On est en train de manifester de l'argent avec ça. OK. Et je pense aussi que dans mon cheminement personnel, c'est hyper important que j'accueille ce paradoxe, ce que je vous ai livré aujourd'hui, et je pense que ça fait partie aussi de ma transformation, de le déposer dans ce podcast. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et n'hésitez pas à venir m'écrire en privé, par mail, sur Instagram, sur Facebook, etc. pour me raconter un peu comment cet épisode il a fait écho en vous. N'hésitez pas à le partager également, cet épisode, parce que je trouve que c'est un peu un son différent sur la manifestation, sur l'argent, sur l'abondance, etc. Et je vous le dis de suite, il y aura une suite, l'épisode 9. Ça sera un peu sur mes tips witchy, mes tips de sorcier,
et de coach aussi, d'enseignant spirituel pour s'ouvrir encore plus à l'abondance, à la manifestation et à l'argent. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est ce que vous en faites, pas ce que je dis. Et c'était Hugo Bienvenu dans Rituel. Ciao, ciao.